Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouvel épisode de Parlons Crime. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la mort atroce de Shannon Gale Christian et de Hugh Christopher Newsom Jr. Donc sans plus attendre, nous allons commencer la vidéo. Donc le samedi 6 janvier 2007, Shannon et son petit copain Christopher avaient prévu d'aller dîner ensemble et d'assister à un party là, chez un ami plus tard dans la soirée. Donc, l'après-midi du 6 janvier, Shannon s'est rendue à l'appartement de son ami pour se préparer. Vers 20 heures, l'ami de Shannon a quitté pour aller au party et Shannon, qui était quand même fâchée car Christopher était en retard, a attendu à l'appartement qu'il arrive. Christopher est arrivé un petit peu plus tard avec Shannon et ils se sont rendus au parking de la résidence. Donc, qui est Shannon? Donc, Shannon Gale Christian est née le 29 avril 1985 à Nacogdoches, au Texas. Elle a quitté la Louisiane pour le Tennessee avec sa famille en 1997. Elle était diplômée du lycée Farragut depuis 2003, puis elle était en dernière année de sociologie à l'Université du Tennessee à Knoxville. Elle prévoyait obtenir son diplôme en décembre 2007. Shannon avait 21 ans au moment des faits. Hugh Christopher Newsom Jr. est né le 21 septembre 1983 à Knoxville. C'était un ancien joueur de baseball des Red Devils du lycée Halls, diplômé depuis 2002. Après le lycée, il a fréquenté le Pellissippi State Technical Community College, puis il est devenu charpentier. Christopher avait 23 ans au moment des faits. Plus tard dans la soirée, les amis de Shannon et Christopher se sont rendus compte que leurs amis n'étaient toujours pas présents à la fête, donc ils ont commencé à les appeler puis à leur envoyer des textos, mais ils n'ont jamais obtenu de réponse. Donc vers 23 heures, il y a deux amis de Christopher qui se sont rendus à son appartement puis qui ont trouvé son camion sur le parking, mais le SUV de Shannon n'était plus sur le parking. Donc, le lendemain, le 7 janvier 2007, Shannon ne répondait pas aux appels de sa mère puis de son ami, puis elle n'était pas non plus allée à son corps de travail, ce qui était vraiment pas dans ses habitudes. Sa famille, la famille et les amis du couple se sont rendus dans des hôpitaux locaux pour voir s'ils pouvaient y être. Puis ils ont finalement déposé des signalements de personnes disparues. Les parents de Shannon y ont demandé de l'aide des policiers, mais les policiers leur ont répondu qu'ils devaient mener les recherches eux-mêmes pour l'instant puisque ça faisait comme pas 24 heures. Les parents y ont décidé de contacter la compagnie de téléphone cellulaire de Shannon, puis ils ont appris que son téléphone avait capté une antenne relais de Cherry Street. Donc, la famille et les amis de Shannon et Christopher, ils ont fouillé le quartier de Cherry Street, puis ils ont fini par retrouver le Toyota 4Runner abandonné de Shannon entre 1h30 et 2h du matin, le lundi 8 janvier 2007. En voyant la situation, la police a finalement été mise sur le dossier. Ils ont fouillé le véhicule de Shannon, puis ils ont remarqué que plusieurs objets manquaient à l'appel. Il y avait un ours en peluche puis des photos qu'elle y conservait qui étaient plus là. Il y avait son chargeur de téléphone et son iPod qui avaient disparu. Les sièges en avant étaient reculés, puis Shannon n'atteignait clairement pas les pédales à cette distance-là. Le plancher, il était couvert de boue, ce qui était vraiment pas le genre à Shannon, là. Elle entretenait toujours très bien son véhicule. Les autocollants que Shannon a gardés sur les vitres à l'extérieur, ils avaient été retirés. Puis, à l'intérieur du véhicule, ils ont trouvé un paquet de cigarettes Newport, même si ni Shannon ni Christopher fumaient. La police a également retrouvé une enveloppe dans le véhicule contenant des empreintes digitales. Après analyse, les empreintes digitales les ont menées à le Marcus Davidson, qui réside au 2316 Chipman Street. C'est à environ deux pâtés de maison de où ils ont retrouvé la voiture de Shannon. Davidson, il n'y avait pas de véhicule, donc pas vraiment moyen de faire d'argent. C'était un vendeur de drogue, mais il était aussi sur parole à ce moment-là pour vol de voiture, puis il était suspecté de plusieurs cambriolages. Quelques jours avant le 6 janvier 2007, le Talvis Cobbins, le frère de Davidson, il est venu au Kentucky à Knoxville pour
lui rendre visite. Il était accompagné de son ami George Thomas et de sa petite amie Vanessa Coleman. Aucun des trois avait un emploi d'argent ou de véhicule. Donc, Cobbins et Thomas y étaient là, malheureusement sans abri. Davidson y avait concocté un plan pour résoudre tous leurs problèmes là, de pauvreté. Avec l'aide de son frère et de son ami, Eric Boyd, il allait voler quelqu'un. Cobbins y a insisté sur le fait que l'idée lui plaisait vraiment pas. Un chauffeur pour West Connection y est arrivé à son travail sur la rue Shipman vers minuit 30 le 7 janvier. Il a remarqué que les lumières du 2316 de rue Chipman, là, la résidence de Davidson, étaient allumées, puis que la maison semblait là, assez agitée pour cette heure-là de la nuit. Il a aperçu un 4Runner devant la maison. Puis un petit peu plus tard, le témoin il a observé le 4Runner passer lentement à côté de lui. La voiture a ralenti pendant une vingtaine de secondes comme si les occupants là, le regardaient. Il a vu 4 hommes noirs à bord, puis il y a un autre témoin résidant à environ un pâté de maison du 2316 Chipman Street qui a entendu 3 détonations provenant de la voie ferrée vers 1h45 du matin. Le 7 janvier 2007, vers midi 20, il y a un employé de la Norfolk Southern Railroad qui découvre le corps de Christopher près d'une voie ferrée. Il y a une couverture et un coton ouaté qui étaient enroulés autour de son corps. Il avait les pieds nus et boueux, ce qui indiquait qu'il avait marché pieds nus là, jusqu'à l'endroit où il avait été tué. Il y a une laisse de chien pleine de sang qui a été retrouvée pas trop loin là, sur une colline. Il avait les yeux bandés avec un bandana puis il était bâillonné avec une chaussette dans la bouche. Il portait seulement une chemise et des sous-vêtements. Christopher a été tiré au cou et au dos. Il a survécu aux 2 coups tirés, mais il a ensuite reçu une autre balle dans la tête. Le coup mortel il a été tiré avec le canon de l'arme là, contre sa tête au-dessus de son oreille droite, puis ça a sectionné là, son tronc cérébral. Ils ont ensuite aspergé le corps de Christopher d'essence, puis ils ont mis le feu à son corps pour enlever toute trace d'ADN. 2 jours plus tard, le 9 janvier 2007, la police se rend chez M. Davidson. En rentrant dans la maison, ils ont retrouvé le corps de Shannon dans une poubelle qui était située dans la cuisine. Son corps était caché dans 5 grands sacs poubelles. La maison était malheureusement inoccupée lorsque la police s'y est rendue. À l'intérieur de la maison se trouvaient également plusieurs objets appartenant à Shannon et Christopher, dont le sac à main de Shannon, d'événements qu'elle avait dans son véhicule, les chaussures de Christopher, son appareil photo, des photos qui ont été malheureusement déchirées et brûlées, ainsi que l'iPod manquant et les casquettes de baseball de Christopher. Il y a des douilles qui ont été retrouvées au domicile de Davidson qui correspondaient exactement aux balles utilisées pour tuer le pauvre Christopher. Investigator Larry Vineyard. And this is that front porch. We saw the pictures of the cartridge cases. Yes, sir. This is going back into the living room. And there are the items under the window again. And you can see back in the kitchen. And there's the Sears bag that was just there, and then the Sears bag again. That's going back out to the front porch.
in a front bedroom now, the bedroom closest to Chipman Street. And there are the scales and the ashtray and the magazine. And there's that plastic container. And there again is the magazine. And that's going into the bathroom. And now we're in the south bedroom. That is a closet where they looked for up in the attic. And that's, again, the closet, the panel that was taken out to get into the attic. And your refrigerator again with a gas can beside it. And there's the bottle bleach cleaner and the red solution. And the garbage bag and the garbage can. And there's the belt and the white glove. And there's a garbage can. Les sacs de poubelle qui comportaient le corps de Shannon portaient les empreintes de Davidson. Les empreintes de Davidson ont également été retrouvées sur une boîte de sacs poubelle, puis sur plusieurs effets personnels des victimes. Le sperme de Davidson a été retrouvé sur le jeans de Shannon. Puis, après avoir retrouvé le corps de Shannon, puis découvert la présence de sperme de Davidson sur ses vêtements, la police a lancé une chasse à l'homme pour le retrouver. 2 jours après avoir découvert le corps de Shannon, le 11 janvier 2007, Davidson a été arrêté dans une maison vacante dont l'information a été obtenue par l'un des autres meurtriers. La police y a trouvé les chaussures de sport Nike de Christopher et un revolver High Standard de calibre 22.
Davidson a ensuite été interrogé sur les meurtres. Il a raconté 5 versions des faits différentes, affirmant d'abord avoir quitté la maison le vendredi puis absolument rien savoir sur les crimes. Il a ensuite déclaré à la police que Letalvis Darnell Cobbins et George Giovanni Thomas étaient arrivés chez lui vers 22h le vendredi ou le samedi et il l'avait informé qu'ils avaient carjacké des personnes qui se trouvaient dans un véhicule. Davidson a affirmé avoir vu les victimes attachées sur la banquette arrière, ne pas vouloir y participer et être parti fumer un joint. Il a déclaré être revenu à la maison environ 20 minutes plus tard pour y trouver Shannon, qui lui avait dit qu'elle ne voulait pas mourir. Il a ensuite utilisé le véhicule de Shannon pour vendre la drogue et il l'a ensuite nettoyé. Davidson a affirmé ne jamais avoir été dans le salon et n'avoir jamais violé Shannon. À la suite de ses aveux, le 11 janvier, George Thomas, Letalvis Cobbin et Vanessa Coleman ont été arrêtés. La police a saisi un ordinateur sur lequel George Thomas et Levalty Cobbins avaient visionné les reportages sur les meurtres. La police a aussi saisi un sac à main contenant plusieurs effets personnels de Shannon, dont sa trousse de maquillage et son porte-monnaie. De plus, la police a retrouvé le sac de voyage de Shannon. Un journal a été retrouvé après l'arrestation des 4 accusés. Une page datée du 9 janvier disait « Hier soir, c'était une nuit unique. On a dormi chez un crackhead super cool. Il a neigé un peu, mais la neige a déjà fondu. Parlons aventure. J'ai vécu une aventure inédite depuis que je suis dans le Grand Tennessee. C'est un monde de fous ces jours-ci. Mais j'adore les aventures amusantes et les leçons que j'ai apprises. Ça va être une année longue et intéressante. Il y a un expert en documents judiciaires qui a vérifié que l'écriture correspondait à celle de Vanessa Coleman. » Voici ce qui s'est passé la nuit du 6 janvier 2007. Les 4 agresseurs ont vu Shannon et Christopher se tenir près du véhicule de Shannon, enlacés l'un vers l'autre. Ils ont alors décidé d'attaquer ce couple. Les deux ont été forcés de monter à l'arrière du SUV de Shannon sous la menace d'une arme. Ils avaient les mains attachées dans le dos, puis ils ont été amenés au domicile de Davidson au 2316 Chipman Street. Les deux ont malheureusement été violés. Christopher a été violé au domicile de Davidson. Selon le témoignage du médecin légiste, Christopher a été sodomisé avec un objet et violé par au moins l'un des 4 agresseurs. Il a ensuite été amené sur une voie ferrée où il a été contraint de marcher pieds nus jusqu'au lieu de son meurtre. Les procureurs pensent que la laisse de chien retrouvée sur une colline menant à la voie ferrée a été utilisée pour forcer Christopher à marcher vers sa mort. Comme j'ai dit plus tôt, il a été touché au cou et au dos, puis Christopher a survécu aux 2 coups, puis il a ensuite reçu une autre balle dans la tête. Après avoir tué Christopher, les agresseurs l'ont enveloppé dans une couverture et l'ont aspergé d'essence pour ensuite mettre le feu à son corps. Pour Shannon, elle a été retenue prisonnière chez Davidson, principalement dans la chambre par Vanessa. L'accusation pense que Vanessa Coleman a retenu Shannon captive pendant que les autres agresseurs assassinaient Christopher. Après avoir tué Christopher, les agresseurs sont retournés chez Davidson où ils ont battu et violé Shannon à plusieurs reprises. Le médecin légiste y a témoigné que Shannon est décédée après des heures de torture sexuelle, souffrant de graves blessures à la tête, au vagin, à l'anus et à la bouche dues à ses agressions sexuelles. Ces blessures étaient compatibles avec un viol fait avec un objet. Selon le médecin légiste, l'agression sexuelle subie par Shannon était extrême et bien plus qu'une simple agression sexuelle. L'accusation pense que Shannon a été attachée à une chaise et violée oralement par Davidson et son frère Cobbins. Elle aurait été également battue, frappée à l'aine et à la tête. Elle aurait souffert d'une importante hémorragie à la tête et à l'aine. De plus, elle a subi des contusions et des brûlures de tapis après avoir été traînée dans le salon recouvert de tapis de la maison, sur une grande partie de son corps. Selon les aveux de Davidson, pendant sa captivité, Shannon a déclaré qu'elle ne voulait pas mourir.
Alors que Shannon était encore en vie, afin de d'effacer toute trace d'ADN sur son corps, ses agresseurs lui ont versé de l'eau de javel dans la gorge et ont frotté son corps, y compris ses parties génitales extrêmement violentées, avec de l'eau de javel. Elle a été ligotée avec des rideaux et des bandes de literie, là, les draps et tout. Son visage était étroitement recouvert d'un petit sac poubelle, puis son corps a été enfermé, comme j'ai dit plus tôt, dans 5 grands sacs poubelles. Shannon était nue, à l'exception de son caraco et de son pull, puis elle était attachée là, en position fétale, placée dans une poubelle située dans la cuisine de la maison. Puis elle était recouverte de draps. Le médecin légiste a témoigné au procès qu'il existait des preuves que Shannon était morte lentement, étouffée, et due à ses violences sexuelles là, durant plusieurs heures. Elle serait décédée entre l'après-midi du 7 et l'après-midi du 8 janvier 2007. Alors qu'elle mourait à petit feu étouffée, Davidson est parti passer du temps avec sa petite amie, puis il lui a donné les effets personnels qu'il avait volés à Shannon. Donc, voici les accusés dans l'affaire. On a George Giovanni Detroit Thomas, qui est né le 23 janvier 1983. Il fait face à un total de 46 chefs d'accusation. George a été inculpé de 16 chefs d'accusation de meurtre pour viol, vol et enlèvement commis sur Shannon et Christopher, de 2 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation, de 2 chefs d'accusation de vol avec circonstances aggravantes, de 4 chefs d'accusation d'enlèvement avec circonstances aggravantes, de 20 chefs d'accusation de viol avec circonstances aggravantes et de 2 chefs d'accusation de vol. Deuxièmement, on a Letalvis Darnell Rome Cobbins, qui est né le 20 décembre 1982, qui fait face aux mêmes 46 chefs d'accusation que George Thomas. Il a également été inculpé d'agression sur un agent pénitentiaire alors qu'il est en détention provisoire. Puis en 2003, Cobbins y avait été reconnu coupable de tentative de vol au 3e degré à New York. Davidson et lui là, sont frères, là, comme j'ai dit plus tôt. Troisièmement, on a le Marcus Deval Slim Davidson, qui est né le 13 juin 1983. Davidson, il fait face aux mêmes 46 chefs d'accusation que les derniers. Il est originaire de Memphis. Davidson, il venait de purger, en août 2006, là, 1 an auparavant, une peine de 5 ans de prison dans le Tennessee pour une précédente condamnation pour détournement de voiture et vol aggravé. Davidson a également été inculpé d'un second vol commis dans une pizzeria le lendemain des meurtres. Quatrièmement, on a Vanessa Lynn Coleman, qui est née le 29 mai 1988. Elle fait face à 40 chefs d'accusation dans l'État du Tennessee. Elle a été inculpée de 12 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation sur Shannon seulement, de vol avec circonstances aggravantes seulement sur Christopher, de 4 chefs d'enlèvement avec circonstances aggravantes et de 20 chefs de viol aggravé et de 2 chefs de vol. Pour notre 5e et dernier accusé, on a Eric Dwayne E. Boyd, qui est né le 18 février 1972. Il a été arrêté en lien avec le détournement de voitures mortelles. Il n'a pas été inculpé par le grand jury du comté de Knox en 2007, mais il a été inculpé par un grand jury fédéral du district Est du Tennessee le 23 août 2007. C'est lui qui a donné la position de Davidson dans la maison vacante quand il a été arrêté. Le grand jury a rendu un acte d'accusation de remplacement l'accusant de complicité de détournement de voiture ayant entraîné des lésions corporelles graves à autrui et méconnaissance d'un crime. Donc, le premier procès. Les 4 suspects devaient être jugés séparément lors de leur procès en mai et août 2008. En février 2008, leurs dates de procès ont finalement été reportées en 2009. Les avocats de George Thomas ont déposé une requête de procès accéléré, disant qu'il y avait une absence de lien médico-légal entre leur client et la scène de crime. Donc, il n'y avait pas de preuve ADN ou quoi que ce soit le lien à la scène de crime. La requête a été acceptée et le procès de George a été fixé au 11 août 2008.
Le juge a dit que les appels téléphoniques de George Thomas depuis la prison à ses connaissances étaient admissibles comme preuve en cours. Le procureur Randy Nichols a annoncé que l'État requérait la peine de mort pour Letalvis Colbin, le premier à être jugé, et Vanessa Coleman s'ils étaient reconnus coupables. Davidson a également été inculpé pour le braquage du Pizza Hut qu'il a commis le lendemain des meurtres. La défense a plaidé qu'un changement de lieu était nécessaire afin de lui garantir un procès équitable parce que c'était connu dans tout le pays, là, bien évidemment. L'État a fait valoir qu'un jury impartial pourrait être trouvé, mais le juge a ensuite rejeté la requête là, que ça pouvait être des jurys dans le même État. Donc, voici le verdict du premier procès. Le 16 avril 2008, Eric Boy a été reconnu coupable par un tribunal fédéral de complicité de détournement de voiture mortelle et d'omission de signaler la localisation d'un fugitif connu. Davidson, en fait. Boy a été le premier à comparaître devant le tribunal. C'est le seul suspect qui a été non inculpé de meurtre. Il a été condamné à une peine maximum de 18 ans de prison fédérale. Il est incarcéré à l'établissement correctionnel fédéral de Yazoo City, puis c'est une prison fédérale de faible sécurité dans le Mississippi. Le 25 août 2009, Letalvis Cobbins a été reconnu coupable des meurtres de Shannon Christian et Christopher Newsom. Letalvis risquait la peine de mort pour meurtre au premier degré dans l'affaire de Shannon. Il a été reconnu coupable d'avoir facilité le meurtre de Christopher, mais a été acquitté de son viol. Le 26 août 2009, Letalvis Cobbins a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Donc, il va passer sa vie derrière les barreaux. Le 28 octobre 2009, LeMarcus Davidson a été reconnu coupable. Les jurés ont unanimement conclu que Davidson devait être condamné à mort pour les 4 chefs d'accusation passibles de la peine capitale, les 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et les 2 meurtres prémédités au premier degré de Shannon et Christopher. En juin 2010, Davidson a été condamné à 80 ans de prison pour d'autres chefs d'accusation liés au meurtre. Cette peine doit être purgée consécutivement à la peine capitale, puis les peines capitales sont également consécutives. Donc, lors de la détermination de la peine, le juge Baumgarten a déclaré que ce crime était l'un des cas les plus scandaleux, cruels et inhumains que ce tribunal ait jamais connu. Il a aussi dit, et je cite, « Comment des personnes peuvent-elles se livrer à ce genre de comportement? C'est tout simplement inexplicable et aucune peine n'est suffisamment lourde pour punir les actes dont vous avez été reconnu coupable. » La Cour suprême du Tennessee a confirmé la condamnation à mort de Davidson en 2016. Le 8 décembre 2009, 3 mois après la condamnation de Davidson, George Thomas a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation. Le jury a prononcé une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour chacune des 4 condamnations capitales. Vanessa Coleman, la dernière accusée, elle a bénéficié de l'immunité des autorités fédérales pour témoigner dans l'affaire de détournement de voiture, mais les tribunaux d'État ont statué que cette immunité ne pouvait pas s'étendre aux accusations de meurtre et de viol portées contre elle. Donc, le 13 mai 2010, Vanessa a été acquittée du meurtre au premier degré et reconnue coupable de chef d'accusation moins grave. Le 30 juillet 2010, elle a été condamnée à 53 ans de prison. Mais là, les accusés ont tous fait appel de leur condamnation, car le juge Richard Bogartner, lui qui était le juge lors de leur procès, a été contraint de démissionner de son poste en mars 2011 après avoir reconnu sa toxicomanie et acheté des analgésiques sur ordonnance à des condamnés. Il y a une femme qui l'avait aussi accusé d'avoir échangé des faveurs juridiques contre des relations sexuelles pendant les pauses de danse. Le juge y a plaidé coupable de faute professionnelle. Il a été jugé que sa capacité à mener des procès avait été altérée au cours de ces 2 années précédentes en tant que juge. Il a été radié du barreau en septembre 2011. Le 1er décembre 2011, le juge John Kerry Blackwood a accordé de nouveaux procès aux 4 accusés.
Le bureau d'enquête du Tennessee y avait démontré que Baumgartner était probablement en état d'ivresse lorsqu'il présidait leur procès. Blackwood a donc fixé la date des nouveaux procès en juin et novembre 2012 en attendant les décisions d'appel, puis il a fixé la caution à 1 million de dollars pour Vanessa Coleman, la seule accusée dont la peine était assortie d'une possibilité de libération conditionnelle. Pour qu'elle ne sorte juste pas, il y a personne qui allait payer 1 million de dollars pour Vanessa. Il a refusé un changement de lieu, mais il a autorisé la convocation des jurés extérieurs du comté de Knox. En raison de la double incrimination, les accusés y encouraient au maximum les peines qui étaient déjà prononcées et seulement Davidson était passible de la peine capitale. L'accusation a reconnu que le juge avait été sous influence de drogue lors du procès de Vanessa Coleman, mais il a fait appel à la décision de rejuger Davidson, Cobbins et Thomas. La décision de rejuger les 3 accusés a été confirmée par la Cour d'appel pénale du Tennessee à 2 voix contre 1 le 13 avril. Donc, en juin 2012, le juge Blackwood, qui a été tenu de réviser tous les dossiers, il a de nouveau accordé la tenue de nouveaux procès pour Davidson, Cobbins et Thomas, en fondant sa décision sur la règle du 13e jury. Vu son implication émotionnelle, les communications qu'il avait avec la défense, son manque de franchise envers les médias locaux, il a dû être malheureusement retiré du dossier. Donc, suite au fait qu'il a été retiré, le juge principal Walter Kurtz a été nommé pour superviser les nouveaux procès, puis les décisions reliées aux 3 accusés. Les nouveaux procès ont été refusés finalement pour Cobbins et Davidson, puis ils ont été accordés pour George Thomas et Vanessa Coleman. Donc, les verdicts du nouveau procès. Vanessa Coleman, elle a été confrontée aux mêmes accusations que son premier procès en novembre 2012. Les avocats de Vanessa y ont plaidé une peine de 20 ans de prison, tandis que l'accusation a requis la peine maximale de près de 50 ans. Le 1er février 2013, le juge Blackwood a condamné Vanessa Coleman à 35 ans de prison, déduction faite du temps qu'elle avait déjà purgé. Plus précisément, il l'a condamnée à environ 25 ans de prison pour avoir facilité le meurtre de Shannon, à 6 ans pour avoir facilité l'enlèvement et à 4 ans pour avoir facilité le viol. Lors de la détermination de sa peine, le juge Blackwood a déclaré que la torture psychologique infligée à Shannon était immense. Il a également qualifié ce crime de plus horrible qu'il ait jamais vu. En 2014, Vanessa Coleman a fait une autre demande d'appel, mais la Cour pénale du Tennessee a rejeté sa demande. On Tuesday, Coleman asked the Board of Parole for her freedom. I didn't speak up, I didn't stand up, and I didn't help when someone needed me the most in their life. And for that, I'm sorry. No one was fazed by her emotion. She was unanimously denied parole. Several board members said this case was one of the most heinous they've ever reviewed, and Coleman should continue to serve time. Le juge Thomas T. Woodall a écrit dans son relevé que les faits du procès ont montré que Vanessa était restée près de 2 jours dans la maison où Shannon a été séquestrée et brutalement violée avant d'être ligotée, enveloppée dans 5 sacs poubelles en plastique et jetée dans une poubelle où elle est morte asphyxiée. Ces éléments ont fait que le tribunal de première instance ont dit que Vanessa Coleman est une délinquance extrêmement dangereuse. Le 17 mai 2013, c'est le tour du nouveau procès à George Thomas avec un jury constitué à Nashville, plus loin. Il a été condamné coupable pour les 38 chefs d'accusation. Il a été à nouveau condamné à la réclusion à perpétuité par le jury avec possibilité de libération conditionnelle après 51 ans. Le 4 juin 2013, environ un mois plus tard, le juge Kurtz a condamné George Thomas à 2 peines de prison à vie consécutives pour les meurtres et à 25 ans pour les viols. En janvier 2016, donc 3 ans plus tard, George Thomas a fait appel devant la Cour suprême des États-Unis, mais la Cour a refusé d'entendre l'affaire. Le 20 mars 2018, 11 ans après les meurtres, il y a un grand jury du comté de Knox qui a rendu un acte d'accusation de 36 chefs d'accusation contre Eric Dwayne Boyd pour meurtre au premier degré, meurtre avec préméditation au premier degré, vol aggravé, enlèvement aggravé et viol aggravé.
Eric Boyd il a été transféré d'un établissement correctionnel de Yazoo City dans le Mississippi et a été incarcéré à la prison du comté de Knox où il a été placé en détention sous caution de 1 million de dollars. Eric Boyd a finalement comparu devant le tribunal en août 2019. Contrairement aux autres procès, le jury a été constitué à Knoxville puis non séquestré, là, donc les jurys après les journées de procès pouvaient retourner chez eux par la suite. Le co-accusé George Thomas il a témoigné au procès d'Eric Boyd. En échange de son témoignage, George Thomas a été autorisé à avoir ses condamnations pour meurtre au premier degré réduites à meurtre au deuxième degré, ses condamnations pour viol aggravé réduites à agression aggravée et sa peine réduite de la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle à 50 ans. 2 peines de 25 ans avec la possibilité de réduire sa peine jusqu'à 15% en fonction de sa bonne conduite. Le 13 août 2019, il y a un jury qui a déclaré Eric Boyd coupable de presque tous les chefs d'accusation, y compris le meurtre au premier degré prémédité et le viol des 2 victimes. Si on se souvient un peu plus haut, Eric Boyd il avait seulement été arrêté pour complicité de vol de véhicule. Il n'y avait eu aucune autre peine, mais avec ce qui s'est passé, les avancements dans la technologie pour l'ADN et tout, il a finalement été inculpé pour beaucoup plus que ça. Le juge a condamné Eric Boyd à la prison à vie car c'était automatique pour une condamnation là, pour meurtre. Il a également été condamné à 90 ans supplémentaires pour d'autres crimes, notamment enlèvement particulièrement aggravé, vol et viol. La demande d'Eric Boyd pour un nouveau procès a été rejetée par le juge Bob McGee du tribunal pénal du comté de Knox en 2019. En 2021, le juge Timothy L. Easter de la Cour d'appel pénale du Tennessee a également refusé Eric Boyd à un nouveau procès. Puis, en mars 2022, la Cour suprême du Tennessee a rejeté un autre appel de ses condamnations. Donc, il a fait 3 demandes d'appel, puis ils ont toutes été rejetées. Vanessa Coleman est détenue au centre de réadaptation Deborah K. Johnston de Nashville. Elle purge une peine de 35 ans. Puis, elle a été admissible à la libération conditionnelle en 2017. Puis, sa peine doit se terminer techniquement le 18 avril 2036. Vanessa a comparu encore devant une commission des libérations conditionnelles le 8 décembre 2020. Les mamans de Shannon et Christopher ainsi que le père de Shannon ont fait des déclarations devant la commission qui s'opposait à sa libération conditionnelle. Les 7 membres de la commission y ont voté à l'unanimité pour refuser sa demande de libération conditionnelle. Puis, ils se sont assurés que Vanessa ne puisse plus demander une demande d'appel avant 10 ans, donc là, en 2030. Cobbins et George Thomas, qui étaient initialement incarcérés à l'établissement de sécurité maximale de Riverbend à Nashville. Après qu'il ait ouvert un nouveau complexe correctionnel à Bledsoe, à Pickville en 2013, les 2 y ont été transférés. Cobbins y purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité, donc il sortira pas là. Il pourra pas non plus demander aucune libération conditionnelle durant sa peine. Il est présentement au complexe correctionnel du Nord-Ouest. George Thomas, lui, il a été incarcéré au nord-est, donc ils sont pas ensemble. Cobbins, il est au nord-ouest et Thomas est au nord-est. Sa peine se termine en mai 2053. Davidston il a été condamné à mort le 30 octobre 2009, puis il a été incarcéré à l'établissement Riverbend. Suite là vraiment à cette affaire horrible, il y a 2 nouvelles lois qui ont été adoptées en 2014. Il y a la loi Chris Newsom qui a été introduite pour supprimer l'obligation de la signature d'un juge sur le verdict d'un jury après un verdict unanime. Ça a donc supprimé la règle du 13e jury qui stipule qu'un juge doit valider le verdict du jury. Si la loi avait été en vigueur pendant l'affaire de Shannon et Christopher, les nouveaux procès n'auraient jamais eu lieu. La 2e loi, c'est la loi Shannon-Christian qui interdit aux avocats et aux accusés de tenter de présenter une victime sous un jour négatif. Par exemple, en formulant des allégations sur son comportement. Parce que lors du procès, Davidston avait allégué que Shannon et Christopher étaient venus chez lui pour leur acheter de la drogue.
Selon la mère de Shannon et sa famille, là, ils ont ressenti une profonde douleur après avoir entendu les avocats de la défense remettre en question la moralité de Shannon lors de tous les procès qui ont eu lieu. Donc, c'est ça pour l'épisode de Shannon et Christopher. C'est vraiment un épisode assez triste. Un cas très horrible qui a pas été très parlé. Là, moi, j'en avais pas entendu parler. J'ai trouvé le cas, premièrement, sur Reddit. Euh, Puis après ça, j'ai fait mes recherches, puis j'ai tout vu ça. Puis j'en avais jamais entendu parler, sauf avant que je trouve l'article en tant que tel. Donc, merci d'avoir été là, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci, bye bye.